L'insécurité continue à battre son plein au Nord Kivu. 4 personnes ont été égorgées la nuit dernière dans un village à l'ouest de Lubero, rapporte la société civile. L'eau et l'électricité qui connaissent des difficultés dans la distribution ont déjà des solutions. Le ministre des Ressources hydrauliques les a évoquées lors du briefing avec son homologue de la communication et médias. Enfin, alerte de la communauté Lombi sur la présence d'une équipe du 1-23 dans le territoire de Bafouansende, dans la province de la Chopo. Une intervention urgente pourra préserver la sécurité dans ce coin. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au moins 4 personnes ont été égorgées par les rebelles ADF. C'était la nuit dernière dans un village à l'ouest de Lubero, au Nord Kivu. On apprend également que d'autres habitants du village sont morts brûlés dans leur maison. C'est ce que rapporte la société civile. L'information a été confirmée par l'administrateur militaire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, renseigne que les éléments de la coalition FRDC-UPDF pour chasse d'ennemis dans la chefferie de Baswaga, Rachel Adasaliwala nous en dit pour. Le nombre des morts ne cesse d'augmenter au Nord Kivu. 3 hommes et une femme, c'est les bilans de l'égorgement réalisé par des rebelles ADF dans un village à l'ouest de Lubero. Il y a eu 4 personnes qui ont été tuées, égorgées, dont 3 hommes et une femme, et 2 jeunes gens qui ont été capturés. Ils sont partis avec eux et plusieurs maisons ont été incendiées. Voilà un peu s'est passé. L'opération conjointe PDF et FARDC sont à la poursuite de ces terroristes. Voilà un peu en rapport avec cette incursion de ces terroristes ADF, MTN, NAM. À quand la fin de tous ces massacres? La population qui dort et se réveille avec la peur au ventre ne sait plus à quel sein s'est voué. D'où les autorités sont appelées à prendre à bras les corps cette situation qui ne fait qu'endeuiller les Kivusiens du Nord. La société civile de Goma s'insurge contre la prorogation de la trêve humanitaire. Pour son président, cette trêve n'a bénéficié ni aux populations déplacées ni au gouvernement. Seuls les rebelles en ont profité pour se réorganiser. Par ailleurs, Marion Gavo appelle le gouvernement à la vigilance. Ces propos ont été recueillis par Rachel Mavitidi. Pendant que les rebelles du M23 RDF était en train de récupérer successivement les cités de Kanyabayonga, de Kaina, de Kirumba et allait même vers Kassé, une trêve a été déclenchée 2 semaines. On nous demande encore la prorogation d'une trêve humanitaire. La société civile et toute la population pensent que ça c'est une distraction pure et simple. C'est une machination de la part des agresseurs et des pays ainsi que des multinationales qui soutiennent les agresseurs. En fait, ils cherchent leurs bénéfices. Pendant cette première trêve, les ONG nationales, internationales et agences des Nations Unies n'ont pas été trop visibles au chevet des déplacés qui aujourd'hui manquent presque de tout. Et nous pensons que pendant cette période, malheureusement, l'ennemi a attaqué certaines entités vers le sud Kivu, a attaqué encore certaines entités vers le sud-ouest de Lubero, et l'ennemi s'est réorganisé. La population de Goma et des environs demande au gouvernement congolais d'être vigilant, de lancer les offensives pour récupérer les entités. En fait, aujourd'hui, le mal est profond dans l'Est, dans la province, dans toutes les entités récupérées par le M23, mais également dans les villes de Goma, de Beni, de Butembo. Les populations souffrent parce que le tissu économique est coupé, le social et la solidarité deviennent encore difficiles. Nous avons besoin donc de la fin de la guerre, le retour des déplacés et la normalisation de la vie.
Sécurité toujours, le numéro vert initié par la MONUSCO pour la population de Béni au Nord Kivu sauve des vies. Les témoignages sont des habitants du quartier Nzamou. La dernière attaque a été évitée grâce à ce numéro qui a permis d'alerter les forces onusiennes qui sont directement descendues sur les terrains. Les détails, c'est dans ce reportage signé Patrick Isobongese Bokuma. Dans la région de Béni au Nord Kivu, les habitants ont souvent la vie sauve grâce au système d'alerte sécuritaire mis en place par les casques bleus de la MONUSCO. Il provient automatiquement à la MONUSCO qui, à son tour, transmet le message aux casques bleus et aux services locaux de sécurité qui effectuent une descente dans l'immédiat, comme en témoigne le chef du quartier Nzuma, Josué Kapissa. Dans la nuit du 29 au 1er mars, vers 19h, nous avons attendu une alerte qui parlait de la présence de l'ennemi autour du centre de santé Nzuma. Nous avons partagé notre alerte avec le numéro CAN de la MONUSCO et CAN avait informé le contingent tanzanien. Et le fait qu'ils sont venus un peu rapidement, ça a permis aussi à ce que certaines de nos populations soient épargnées de cette attaque-là. Pour cet autre habitant de Béni, ce numéro vert de la MONUSCO, mis à leur disposition, leur est bénéfique. Ils se trouvent épargnés en cas d'attaque des assaillants lorsque les forces onusiennes interviennent. Ce numéro vert est important pour nous parce qu'à chaque fois que nous sommes victimes d'attaque, il nous suffit juste de l'appeler directement lié à l'intervention, d'autant plus que nous sommes voisins avec la MONUSCO car leur base n'est pas loin de nous. Ce numéro vert nous est véritablement bénéfique. Comme l'avait souligné Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, cette mission a quitté le Sud Kivu, mais elle reste présente dans le Nord Kivu et l'Ituri. La preuve est donc... Je l'ai annoncé en titre, la communauté Lombi alerte sur la présence d'une équipe du 123 dans le territoire de Bafouansende. Dans une lettre adressée au gouverneur de la province de la Chopo, cette communauté demande une intervention urgente en vue de préserver la sécurité dans cette partie du territoire national, a Fermivita. D'après la communauté Lombi, la coalition des groupes armés locaux du Nord Kivu et de l'Ituri qui travaillent en collaboration avec les agresseurs de la République, M23 ADF, sous commandement de Chokoro, originaire du Nord Kivu, opère déjà à la Chopo dans les territoires de Bafouassende à partir des secteurs de Bakoumudangomo et de Barumbi il y a de cela 3 ans. Ces agresseurs se livrent à des massacres de la population et installent de nouveaux chefs coutumiers. Le dernier cas en date est celui du chef du secteur de Bakoumudangomo, Messieurs Benaya, nommé sur ordonnance présidentielle, aujourd'hui chassé par Chokoro, qui a nommé et installé Monsieur Roger Abiamamba pour le compte du 123. Aussi, le chef du groupement Loéa a été remplacé par Hassani, toujours dans le compte de ce mouvement terroriste. Eu égard à toutes ces exactions, la population de la Chopo déplore et condamne le silence de l'exécutif provincial, y compris celui de toute la hiérarchie militaire, sécuritaire et policière au niveau provincial et territorial. À cet effet, la communauté Lombi appelle l'exécutif provincial et la hiérarchie militaire à neutraliser ces troupes armées locaux du Nord Kivu supplétifs de M23 qui sèment désolation et terreur dans leur province. Toujours dans ce même chapitre, la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu préoccupe au plus haut point les autorités congolaises. C'est dans cette optique que le VPM, ministre de la Défense, y est pour une tournée de travail en quête de solutions idoines. Guy Kabombo a, lors d'un briefing avec la 11e région militaire, reçu un collectif de chefs coutumiers avec qui il a longuement échangé sur les défis sécuritaires dans la région suivie. En poursuite de sa tournée dans l'ex-Grand Bandundu pour aborder la situation sécuritaire préoccupante notamment liée à la milice Mobondo, le VPM de la Défense nationale Guy Kabombo multiplie les rencontres et séances de travail en vue de trouver des solutions durables à ce problème. Lors d'un briefing avec les officiers militaires de la 11e région militaire, Guy Kabombo a reçu un collectif de chefs coutumiers avec qui il a longuement échangé sur les défis posés par la milice Mobondo et la sécurité dans la région du Kwilu. Les notables locaux ont exprimé leur gratitude pour cette démarche de consultation directe et le chef des terres ont promu leur soutien pour identifier les véritables fauteurs de troubles. Par la suite, un conseil provincial de sécurité élargi a été organisé où chaque
partie prenante, a soulevé les défis sécuritaires spécifiques à son secteur. Le numéro 1 de la Défense a aussi visité les infrastructures de la 11e région militaire, d'où il a constaté leur état de délabrement très avancé et l'insuffisance des équipements de base. Il a également relevé la spoliation des terres du camp militaire Colonel Ebaya par certains civils en complicité avec quelques autorités administratives. Le VPM de la Défense a promis à cet effet de prendre des mesures drastiques et sanctionner sévèrement les responsables de ces malversations. Autre titre à présent, l'ONATRA et la SNCC percevront la redevance logistique terrestre sans être saisis par les tiers comme dans le passé. La question a fait l'objet d'une réunion entre le vice-premier ministre, ministre des Transports, les banques commerciales et les deux sociétés d'État. C'était le jeudi 18 juillet dans la commune de La Gombe. Patrick Issot nous fait le point. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, tient à la viabilité des sociétés de son secteur. Au cours de cette réunion tenue avec les banques commerciales, la DGDA, l'ONATRA et la SNCC, il a été question d'étudier les mécanismes qui donneront la possibilité à l'ONATRA et la SNCC de percevoir la redevance logistique terrestre sans être saisis, comme l'est le cas toutes ces années par des tiers, a indiqué Marie-Gabrielle Kalenga, présidente des banques congolaises. Nous avons été reçus afin de discuter des voies et moyens pour les banques d'accompagner la perception de la taxe dont vous venez de parler, la redevance transport logistique, afin de permettre à l'État de pouvoir avoir accès à ces fonds-là et ainsi contribuer à toutes les dépenses d'investissement que ces sociétés doivent entreprendre sous l'impulsion du gouvernement. Parce que je pense que c'est un point important dont nous avons discuté quand même assez longuement pendant la rencontre qu'a organisée le VPM avec les sociétés d'État SNCC, ONATRA ainsi que les banques commerciales. Il est important de noter que les banques, en tant que partenaires, se sont engagées et s'engagent tous les jours à accompagner l'État dans la mobilisation des recettes. Mais il est vrai que avec le système judiciaire que nous avons, il arrive quelquefois que ces fonds-là fassent l'objet de saisies, fassent l'objet de poursuites de la part des tiers. Nous avons expliqué et nous avons discuté de manière technique comment permettre à l'État d'empêcher que ces fonds ne soient saisissables dans les comptes des banques commerciales. Donc il y a certaines mesures qui vont être prises de manière à permettre aux banques d'agir dans le sens recommandé par le VPM. Le directeur général de l'ONATRA lui a fait savoir que les fonds de la redevance logistique terrestre ont permis à cette société de réhabiliter le chemin de fer Kinshasa-Kasangulu. De ce fait, il compte surtout qu'avec la conscientisation des banques commerciales, ce fonds permettront de moderniser leurs entreprises. Parlons à présent de la remise des véhicules aux agents de la police judiciaire par le ministre de la Justice, ceci pour assurer les opérations d'exécution des missions. Profitant de l'occasion, Constant Moutamba, le patron de la justice congolaise, a rappelé à ses agents de l'État qu'il n'a pas été nommé pour des discours, mais plutôt pour redresser la justice congolaise et changer les choses. Regardez. Dans son discours tenu devant les agents de la police judiciaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux dit être nommé pour redresser la justice congolaise et pour y parvenir, il est hors de question d'avoir des hommes avec de français kilométriques, mais plutôt des hommes audacieux, courageux et pleins d'initiatives. Le chef de l'État ne nous a pas nommés pour des discours. Il nous a nommés pour redresser la justice, pour changer les choses. Et l'État fonctionne en mode d'urgence. Et surtout l'État congolais qui fait face à beaucoup de défis. Il n'a pas besoin des hommes qui développent des longs français. Des Français kilométriques, mais des hommes d'action. Comme vous le savez, dans ma méthode de travail, je pose le diagnostic de manière claire et puis j'en propose une thérapie aussi de manière claire. Ce pays a besoin des hommes d'initiative, des hommes d'action.
des hommes d'audace, des hommes de courage, pour que les choses puissent véritablement changer positivement. Le ministre de la Justice a profité de ce discours pour doter les agents de la police judiciaire des véhicules en vue d'assurer les opérations d'exécution des missions. Et donc, nous allons y aller graduellement. Vous avez reçu votre état de besoin. Et je puis vous rassurer que nous allons exécuter chacun des besoins que vous avez soumis. Et donc, je voudrais que vous puissiez voir ce que je vous ai acheté. Ça va vous responsabiliser. Et ça va vous faire respecter, n'est-ce pas? Très vrai. Très vrai, chef. Je ne voudrais plus qu'un APJ, un IPJ qui descend sur le terrain, soit confondu avec les criminels. Ces criminels qui prennent de petites voitures pour aller opérer, commettre des crimes. Et parfois on les confond avec les APG et les IPJ. C'est ça, chef. Très vrai, chef. Donc, je ne voudrais plus que les APJ, que les IPJ puissent opérer comme tout le monde. Signalons que la cérémonie a eu lieu le jeudi 18 juillet 2024. Le gouvernement congolais entend résoudre la problématique de la desserte en électricité dans le pays. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité en a parlé au cours du briefing avec son homologue de la communication. Plusieurs stratégies ont été définies dans ce cadre. C'était le jeudi 18 juillet dans la soirée au studio 3 de la radio-télévision nationale congolaise. Témoin de l'événement, Patrick Issot et Mbavou. Des efforts, le gouvernement souminois a fourni pour donner au peuple congolais l'eau et l'électricité. Face à la presse lors du briefing du jeudi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, qui a fait l'état des lieux de ce secteur, a donné des stratégies qui permettront au gouvernement de résoudre le problème de déficit en électricité. C'est pratiquement 2800 MW de capacité installée, dont nous avons 2100 qui est disponible. Alors, il y a des lacunes pratiquement dans le domaine de la planification. Il nous faut des outils de travail, notamment la politique sectorielle qui doit être définie. Et c'est sur base de ça que nous sommes en train d'émettre notre première énergie, dotée de documents de planification pour pouvoir avancer dans le travail. Notamment, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la feuille de route sectorielle qui va déterminer les différentes étapes que nous allons suivre là-dessus. Mais il y a aussi un élément essentiel, c'est le cadre légal. Parce qu'avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. Aujourd'hui, nous avons constaté que 10 ans après, on n'a pas vu notre secteur d'électricité s'accroître, on n'a pas vu de nouveaux projets parce qu'il y a des difficultés dans l'octroi des titres. Mais il y a le marché d'acquisition, le marché public applicable au secteur de l'électricité est parfois contraignant. Ça veut dire que vous avez des urgences par lesquelles vous devez suivre une procédure qui prend plus de temps. Par exemple, vous avez un quartier où vous avez une panne d'un transformateur de valeur. Pour l'acquérir, vous allez entre 30 ou 60 jours, selon toutes les procédures doivent être respectées. Mais c'est un secteur éminemment stratégique. Ça veut dire que les urgences dans ce secteur-là, ça a besoin de réponses rapides. Et là, nous devons avoir une politique d'acquisition adaptable à ce secteur-là. Un point très important souligné par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, c'est qu'aujourd'hui la RDC n'exporte plus l'électricité. Elle en importe plutôt des pays comme la Zambie, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, l'Angola et bientôt l'Éthiopie. Il en est de même du secteur de l'eau où le gouvernement congolais compte emmener la distribution de cette denrée vitale à 3 500 000 mètres cubes par jour. Le ministre Teddy Luamba Mouba en a évoqué également lors du briefing avec son homologue de la communication, Patrick Mouyaya. Regardez.
Dans le secteur de l'eau, Teddy Luamba a fait savoir qu'il faut près de 3 500 000 mètres cubes par jour, alors qu'on en est à 1 300 000 aujourd'hui. Face à cette situation, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a donné les pistes qui permettront de pallier ce déficit avant d'arriver à la quantité d'eau qu'il faut pour la République. Nous avons mis en place aujourd'hui, la première mesure, c'est la sécurisation des centres de captage d'eau. Où est-ce que nous allons trouver de nouveaux sites? Nous les identifions, nous les sécurisons parce qu'il y a une question de pollution aujourd'hui. Et cette pollution, ça doit être... nous devons mettre des mesures et une politique pour pouvoir assainir tous ces endroits. Et nous avons fait, aujourd'hui, nous avons lancé une procédure d'identification pour procéder à une sécurisation de ce site-là. Parce que c'est par là que nous allons procéder, nous procéderons par... l'assainissement de ce point de captage ainsi que de sources en eau. Nous mettons aussi à côté la politique de la chaîne de valeur autour de l'eau et de l'électricité. Ça veut dire que nous avons la production de l'eau et de l'électricité, mais nous manquons les services d'appoint. Par exemple, la fourniture de PVC, la fourniture de tout ce qui va avec. Et nous avons mis en place une dynamique de créer des SPV qui sont des entreprises qui peuvent avoir une participation privée autour de l'eau et de l'électricité pour que nous puissions fournir les matériels de première nécessité à l'intérieur du pays et non pas se focaliser sur l'importation. Nous pensons aussi par cela aussi autonomiser les sites prioritaires parce que le secteur de l'eau dépend de l'électricité en général, mais on ne doit pas souffrir d'une interruption d'électricité, par exemple pour une usine de traitement d'eau. Et nous avons réfléchi sur le fait qu'il faudra autonomiser les sites prioritaires de production d'eau en mettant une énergie de sécurité thermique et photovoltaïque pour permettre à ce que quand nous avons coupure ou difficulté des dessertes, que les sites prioritaires des dessertes en eau puissent être autonomes. Aujourd'hui, sur les 100% d'eau consommée par les Congolais, 80% vient de l'eau de surface et 20% de l'eau de forage. Le gouvernement de la République continue son combat pour redonner à la RDC ce qu'il lui faut. Le ministre de la Communication et Médias appelle les journalistes à puiser l'information à la bonne source, ceci pour éviter de l'intox qui ne fait qu'aggraver la situation, surtout en cette période où le pays est agressé dans sa partie est. Patrick Mouyaya l'a dit le jeudi 18 juillet lors du briefing avec la presse. Patrick, il se revient. Parce qu'il est question pour nous de consolider ce qu'on a commencé, surtout en termes de communication. Dans les prochains exercices, on aura un petit moment pour qu'on vous explique comment fonctionne notamment la machine de la manipulation, qui a bien fonctionné cette semaine et qui parfois utilise malencontreusement, volontairement ou involontairement, certains professionnels de médias qui se font le relais des discours de l'ennemi. Et donc, si vous nous voyez parler, venir au briefing, on en fera en lingala, pourquoi pas des émissions spécialisées. C'est pour nous assurer que nous faisons notre part en termes de communication de ce qui est fait. La Première ministre, elle nous dit toujours qu'il n'y a pas des baguettes magiques. Et si nous faisons cet exercice, c'est pour vous donner des indications d'où nous commençons et où nous irons demain. Nous les faisons dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs stratégiques de la défense ou des affaires étrangères. Alors, nous savons que nous avons la situation dans l'Est qui est celle qu'elle est et pour laquelle nous tous nous mobilisons. C'est encore ici les lieux de réitérer l'appel que nous vous lançons de manière permanente comme professionnels de médias pour vous assurer que les informations qui sont consommées, que ce soit dans notre twittosphère ou dans notre Facebook, soient des informations potables qui concourent ou qui nous aident tous à relever les défis du pays. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas des défis individuels, ce n'est pas les défis du seul président de la République, ce n'est pas les défis de seuls membres du gouvernement, c'est les défis de nous tous. Et donc le travail que nous faisons, c'est un travail qui mérite d'être poursuivi, y compris à votre niveau, avec cette pédagogie. Nous sommes sûrs que nous aurons tous le même entendement du conflit dans l'Est et de comment nous nous en sortons, mais aussi les mêmes entendements sur les efforts qui sont consentis pour apporter des réponses là où pendant des années, nous n'en avons pas donné. Et lorsque vous regardez le poids démographique qui accroît nos besoins, le poids démographique
vient du fait justement de nos décisions à nous, lorsque nous voulons avoir des enfants, fonder des familles, ce qui est légitime, mais il y a un devoir qui incombe à l'État qui fait sa part, mais il y a aussi la part du citoyen dans cette construction de l'État qui doit continuer. La décision du ministre du Commerce extérieur sur l'interdiction momentanée de l'importation des bières et boissons gazeuses en RDC est saluée par la société civile de Goma. Son président, qui relève ici le bien fondé de la dite décision, invite par ailleurs le gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement. Marion Gavo est au téléphone de Rachel Mavitidi. La société civile de la ville de Goma accepte et reçoit avec beaucoup d'applaudissements l'interdiction de l'importation des bières et des boissons gazeuses sur toute l'étendue de la RDC pour 12 mois par le ministre Julien Kahongya, ministre du Commerce extérieur. Cette interdiction d'importation va pousser le gouvernement à contrôler les transactions et réduire la fraude aux frontières. Cette mesure va essayer encore que le gouvernement contrôle en interne les taux d'alcool réels dans les boissons et c'est par le traitement de l'OCC qui doit être aussi bien organisé. Ensuite, ça va permettre de réduire le niveau d'alcoolisme accru en République démocratique du Congo et surtout dans l'est de la RDC. Ces bières qui viennent des frontières avec le Rwanda, l'Ouganda et une bonne partie du Burundi. Ça va permettre également de mesurer le niveau de production interne de bière et de eau gazeuse. Et là, la société civile dit que cette mesure doit avoir aussi des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que la société civile demande aux autorités de faciliter les entreprises locales dans la production selon les règles reconnues. Et de deux, nous demandons que, outre cette mesure, de châtier tous les fraudeurs aux frontières et de respecter les pourcentages de production, car beaucoup de bières et beaucoup d'alcool en provenance de l'extérieur nuisent à la santé de la population avec les taux élevés d'alcool et qui ne sont même pas souvent contrôlés. Les torchons continuent à brûler à l'UDPS. Les secrétaires exécutifs de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont donné un ultimatum de 48 heures à leur secrétaire général Augustin Kabouya. Ils lui demandent de présenter officiellement sa démission et quitter librement le poste de secrétaire général sans verser du sang. Suivez leurs propos. Nous ne sommes pas des ennemis au sein des mêmes partis. Les secrétaires nationaux que vous voyez, au nombre de 44 qui composent l'exécutif national du parti, ont trouvé que rien n'allait avec notre ami et frère qui jusqu'à là est encore aux commandes de ce parti. Nous ne serions pas arrivés à ce stade si jamais il nous considérait et qu'il était à l'écoute. Il y a plus de 2 mois que nous avons fait des démarches pour le rencontrer, pour nous dire ce qui n'allait pas, s'il pouvait revenir au bon sentiment. Mais il n'a pas voulu. C'est pour cela que les vaillants secrétaires généraux que vous voyez ont pris cette décision qu'ils puissent quitter la tête du parti il est venu s'adhérer à l'IDPS, il a trouvé l'IDPS créé, il est venu, il n'y avait pas de... Il n'est pas venu par la force, il est venu volontairement.
Et nous voudrions que volontairement qu'il puisse quitter pour que nous puissions... Malaise au sein de l'UDPS, le secrétaire général du parti présidentiel met en garde ses détracteurs. Augustin Kabouya dit avoir une signature pour sanctionner tout auteur de désordre observé. C'est un reportage signé Rachel Adassaliwala. Désavoué par-ci et soutenu par-là, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux dit avoir la signature. Il peut donc à cet effet sanctionner ses détracteurs. Se rendre compte que il y a gravité ya makambo bazako provoquer wana. Hein? Naza na signature ya ko agir ko sanctionner mutu nyonso. Dala, il devait se viva. Viva! Ngai naza ko ebisa bino biloko wana. Naza ko loba yango. Même bao basala ki bango nyonso. Nani na bango na bobozo wana. Soki na décidé que net na poko awo. Na sanctionné na kosala yango. Il faut dire que depuis quelques semaines déjà, l'on constate un désordre au sein du parti présidentiel. À qui profitent toutes ces choses? Toujours en politique, le gouverneur de la province du Kasaï oriental a rendu public son premier gouvernement au terme de son arrêté publié le jeudi 18 juillet 2024. Jean-Paul Bouéboué a reconduit un seul membre du gouvernement précédent, Affermi Vita. Composée de 10 membres, l'équipe gouvernementale de Jean-Paul Mbouéboué compte 2 femmes et se présente comme suit. Mukendi Makanda Patrick, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Relations avec le Parlement et Coopération interprovinciale. Kabouya Mende Eli, ministre provincial des Finances, Économie et Industrie. Chibumba Joachim, ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Transports et Voies de communication. Pascal Ilunga, ministre provincial de la Justice et Droits humains ainsi que de la Communication et Médias. Katamba Ikabeya Gaston, ministre provincial de l'Aménagement du territoire, Affaires foncières, Urbanisme, Tourisme, Sport et Loisirs. Kamanga Ntienda Lukusa Charles, ministre provincial du Plan, Budget, Commerce extérieur, Ressources hydrauliques et électricité. Lumbala Mulumba Berthe, ministre provincial des Mines, Hydrocarbures, Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Genre, Famille et Enfants. Moulanga Kassanda Chantal, ministre provincial de l'Environnement, Agriculture, Pêche, Élevage et Développement durable. Kazadi Chilumbai Daniel, ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Affaires sociales et Action humanitaire. Et enfin, Mwamba Kamba Nico, ministre provincial de l'Éducation, Fonction publique, Jeunesse, Culture et Arts. Le gouvernement provincial ainsi publié, le gouverneur attend présenter son programme à l'organe délibérant du Kasaï oriental afin d'en avoir le cutus pour démarrer son travail. À l'international, pour terminer, l'ambassadrice de l'ONU, Linda Thomas, a déclaré ce vendredi 19 juillet que les États-Unis d'Amérique verseraient une somme de 203 millions de dollars américains d'aide humanitaire au Soudan, ceci dans l'espoir d'éviter que la crise ne se propage dans la région. Affermi Vita revient. D'après les États-Unis, près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer et plus d'1 million ont quitté le pays. À cela s'ajoutent des milliers de personnes qui ont été tuées. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que l'Agence des États-Unis pour le développement international fournira 203 millions de dollars supplémentaires au peuple soudanais. Nous espérons que ce nouveau cycle d'aide servira d'appel à l'action pour d'autres. Les partenaires utiliseront ces fonds pour construire des nouveaux abris pour les réfugiés ou pour leur fournir une aide en espèces afin qu'ils puissent payer leur loyer. Et ils aideront les enfants dont la vie a été bouleversée par le conflit à retourner à l'école. Ils fourniront une aide alimentaire d'urgence à ceux qui meurent de faim. La guerre au Soudan a commencé il y a un peu plus d'1 an, provoquant ainsi la fuite de dizaines de milliers de personnes vers le Tchad voisin en quête de sécurité. Comme vous le savez, l'envoyé personnel du secrétaire général s'efforce actuellement d'amener les parties belligérantes à s'asseoir à la table des négociations.
Je demande à tous ceux qui ont de l'influence sur les belligérants de faire pression sur eux, de les inciter à s'asseoir à la table des négociations, car tant qu'ils ne le feront pas, le peuple soudanais continuera de souffrir. Il n'y a pas de solution militaire à cette situation. Signalons que l'ONU affirme avoir demandé 2,7 milliards de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires, mais n'a pu recevoir que 155 millions de dollars, soit le 6% de tout. Ainsi se referme ce journal. À présent, le rappel de principaux titres. L'insécurité continue à battre son plein au Nord Kivu. 4 personnes ont été égorgées la nuit dernière dans un village à l'ouest de Lubero, rapporte la société civile. L'eau et l'électricité qui connaissent des difficultés dans la distribution ont déjà des solutions. Le ministre des Ressources hydrauliques les a évoquées lors du briefing avec son homologue de la communication et médias. Enfin, alerte de la communauté Lombi sur la présence d'une équipe du 1-23 dans le territoire de Bafouansende, dans la province de la Chopo. Une intervention urgente pourra préserver la sécurité dans ce coin. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent début de week-end. Bonsoir.